tout le monde. Attendez, je me calme et on commence dans 2 secondes. Putain, d'avoir trop la pêche, c'est pas terrible en fait, j'ai l'impression d'être une souris électrocutée. Je crois que vous allez devoir faire avec, j'ai une banane aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis donc on ne peut plus ravie, hein. Je pense que ça se voit de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Non promis, j'ai pris aucune substance illicite, je suis juste hyper contente de vous retrouver pour parler bouquins. Et pas n'importe lesquels s'il vous plaît, parce que ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont soit des coups de cœur, soit des super lectures. Vous comprenez mieux mon enthousiasme maintenant? Alors c'est parti! Parce qu'il faut bien en choisir un pour commencer, je vais vous parler de Shades of Shadows, le 2e tome de la saga Shades of Magic de V.E. Schwab, publié chez Lumen. Est-ce qu'il vous faut un petit temps de recueillement devant cette... Voilà, hein, cette splendeur sans nom que nous propose Lumen? Remarquez, c'est quand même une habitude chez eux de nous proposer des bouquins, mais d'une beauté... Y a pas de mots. Mais vous vous doutez bien que si j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est que la couverture est clairement à la hauteur de ce qu'il y a à l'intérieur. Pour ne pas spoiler ceux qui ne se seraient pas encore lancés dans la série, je vais me contenter de vous rappeler vaguement le pitch du 1er tome. Enfin vaguement, parce qu'avec ces histoires de Londres parallèles, magie, pas magie, j'ai bien peur de vous paumer. Mais pour essayer de faire à peu près simple, on va suivre Kel, qui est un magicien de sang, qui a le pouvoir de se déplacer d'un monde parallèle à l'autre, et qui ont tous comme point de jonction Londres. Donc vous avez le Londres rouge dans lequel la magie est monnaie courante, le Londres gris qui pourrait bon an mal an ressembler au nôtre, vous avez le Londres blanc qui est un monde complètement aseptisé dans lequel la moindre graine de magie est chassée, aspirée au prix de toutes les pires débauches, et vous avez le Londres noir qui est un Londres qui a été détruit par une entité magique qui a réduit ce monde à néant. Est-ce que ça va? Je vous ai pas perdu jusque là? Alors on enchaîne. Kel, qui a donc été adopté par la famille royale, a pour mission d'être le messager entre les différents mondes, et s'il y a une loi qu'il aurait bien dû faire respecter, c'est celle de ne pas faire voyager entre les mondes des objets. Sauf que le jeune homme s'ennuie peut-être un petit peu trop dans sa vie, et son petit plaisir coupable, c'est de faire de la contrebande d'objets magiques ou non pour les échanger d'un Londres à l'autre. Du coup je pense que vous voyez le truc venir. Cette mauvaise habitude va finir par lui exploser en pleine figure quand il va ramener une étrange pierre noire qui va contaminer un petit peu tout le monde et foutre un gros bordel dans le Londres rouge. C'est aussi dans le 1er tome qu'il fait la connaissance de Delilah Bard, une voleuse du Londres gris à la personnalité bien trempée, qui du coup va embarquer un peu malgré elle dans cette folle aventure, et bon. Autant vous dire que j'avais déjà beaucoup aimé le 1er tome, que j'avais trouvé extrêmement bien construit, et qui m'avait vraiment agréablement surprise, puisque n'étant pas une grande amatrice de fantasy, je m'étais laissée complètement embarquer dans l'histoire, je m'étais pas ennuyée une seule seconde, et le tout fonctionnait très bien. Mais alors, avec ce 2e tome, là on est monté carrément un cran au-dessus. Parce que déjà, l'autrice prend le temps de nouer plusieurs intrigues et de distiller comme ça une ambiance de plus en plus gluante, de plus en plus pesante et glauque en filigrane. Voilà, vous voyez cette gangrène un peu noire? Bah très clairement, pour moi, c'est vraiment ce qui se passe dans ce 2e tome. Vous avez un tournoi magique, vous avez de la piraterie, vous avez... en gros, il y a de l'action, mais il y a aussi plein de petites intrigues qui commencent à avancer petit à petit comme un joueur d'échecs avance ses pions sur l'échiquier, et ça fonctionne à merveille. Et alors, que dire? Mais que dire des personnages qui ont vraiment gagné en profondeur, qui sont beaucoup plus nuancés, qui sont beaucoup plus sombres. Le personnage de Delilah Bard, qui m'avait déjà pas mal plu dans le 1er tome, va dire que je lui vois un culte, mais presque, je trouve que c'est un personnage féminin hyper inspirant. Bon, peut-être un peu trop têtu et téméraire, et elle a tendance à foutre le bordel là où elle passe, mais mamma mia, présentez-la moi. En gros, je pense que ça se voit à ma tête, j'ai adoré ce 2e tome, je ne peux que vous conseiller cette saga si vous êtes frileux à l'idée de vous lancer parce que, je sais pas, le livre vous fait peur, c'est trop épais. Franchement, laissez-lui sa chance, je pense qu'il a vraiment de quoi vous plaire. Je vous propose de rester dans la branche du un peu mystérieux, fantastique, tout ça, avec le fameux Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein, publié chez Scrinéo. Comment vous dire? Bon là, on fait quand même un espèce de saut périlleux puisque ce n'est pas de la fantaisie, mais en gros, vous prenez le film Apocalypto qui met en scène les Incas qui font des sacrifices humains absolument immondes pour satisfaire les dieux. Vous le mélangez avec une sauce un peu Hunger Games mais version gore, et le tout dans un livre qui vous propose une plongée angoissante
intéressante dans la psychologie d'un personnage traumatisé par des événements épouvantables qui se sont passés pendant son enfance. Oui, très clairement, vous avez tous les ingrédients pour en faire un truc glauque. Et c'est à peu près ça. Comme je vous le disais déjà dans mon book haul spécial Salon du Livre Paris, Aurélie Wallenstein, elle ne nous ménage pas. Elle y va pas avec le dos de la cuillère. Elle y fout du cannibalisme, du viol, de la folie, de la vengeance, du complot, de la trahison, en veux-tu, en voilà. Il faut avoir le cœur bien accroché. Je vous avoue que mes voisins de métro m'ont vu plus d'une fois avec une moue mais dégoûtée à la lecture de ce bouquin. Mais j'ai beaucoup aimé suivre l'évolution de Faolan, donc ce jeune garçon qui va être pris dans la quête pour concourir au droit de régner sur son île pendant 10 ans. Et franchement, c'est très bien fichu puisque vous avez un roman initiatique, psychologique, dingue, hyper sombre, hyper réaliste, qui propose une vision de l'âme humaine sans aucune concession. Et malgré quelques petits problèmes de rythme, je trouve que l'ambiance dépeinte dans ce bouquin est hyper efficace, hyper immersive et waouh. La fin m'a complètement laissé sur le cul puisque elle est en fait en 3 temps. Premier temps, vous allez être mais complètement hébété. Moi c'est simple, on aurait dit un poisson qui venait de se prendre un bus. J'étais la bouche grande ouverte, les yeux exorbités et j'étais là genre... Ah ouais quand même. Mais passé cette première étape, vous avez ensuite un message hyper réaliste et très intéressant sur comment les cultes, les traditions dans les sociétés humaines se créent, se forment, se perpétuent et pourquoi parfois c'est un petit peu bête de les suivre aveuglément. J'ai adoré ce moment. Et bon, la troisième partie de la fin, vraiment la dernière page m'a un petit peu déçue parce que comparativement à tout le reste en fait, elle donne un peu l'impression d'être palote et un peu timorée, mais franchement l'ensemble fonctionne bien. Donc si l'aventure vous tente, n'hésitez pas, il va y avoir des boyaux. Tant qu'on y est, je vous propose qu'on reste un peu dans cet univers magique avec un méga coup de cœur que je vous demande d'acclamer, d'applaudir derrière votre écran. Allez-y, faites du bruit. La meuf pète un plomb total. Et ce coup de cœur, ce n'est autre que l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama qui va raconter l'histoire de Coco, une petite fille passionnée par la magie. Dans cet univers, il est monnaie courante d'utiliser des artefacts qui sont des objets qui ont été ensorcelés par des sorciers et Coco, elle aimerait bien pouvoir faire de la magie, sauf que elle sait très bien que ce n'est pas pour elle puisque dans cet univers, on le sait tout de suite, à la naissance, vous êtes sorcier ou vous ne l'êtes pas. Sauf que l'histoire va aller bien plus loin puisqu'un jour, un magicien va débarquer dans l'atelier de sa maman en pleine campagne et va lui demander de garder la porte de la remise derrière laquelle il va lancer un sortilège. Il demande aussi bien explicitement à la petite fille de ne pas regarder ce qui va se passer dans cette remise, sauf que c'est une évidence, la petite fille va regarder et va découvrir le secret de la magie. Et ouais, et c'est là que les ennuis commencent. Je ne vous en dirai pas plus sur le déroulé de l'intrigue parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler et que cette histoire vaut vraiment le coup de se lancer sans vraiment trop savoir de quoi il en retourne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les dessins sont d'une beauté splendide, que l'univers est hyper fouillé, hyper doux. Vous avez un peu cette ambiance du terrier des Weasley dans Harry Potter. Voilà, en gros, il y a de la magie, ça se balade de partout, l'univers est foisonnant et en même temps, vous avez ce côté un peu cocon dans lequel vous avez envie de rester enfermé. Les personnages sont attachants, sont bien fichus. Ce manga m'a mis une clacasse, tant sur le plan narratif que visuel. Je suis arrivée à la dernière page en me demandant pourquoi la suite n'était pas déjà publiée et je me le suis relue dans la foulée tellement c'était bon quoi. Donc à vos carnets, l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama. Si vous ne l'avez pas déjà lu, il faut absolument que vous le procuriez. Entre les spots et l'enthousiasme, je crève de chaud moi. Putain. Bon et puis là les gars, je suis désolée, on va faire le grand écart puisqu'on repasse dans le monde bien réel. Mais si je veux tester votre flexibilité, c'est pour aller d'un coup de cœur à un autre. On y va. Et ce deuxième coup de cœur que j'ai à vous présenter, ce n'est nul autre que Babysitter Blues, le premier tome de la saga Babysitter écrit par Marion Muraille et publié à l'école des loisirs. Alors pour les habitués de Marion Muraille, vous allez me dire que je débarque, que je suis largement passée après tout le monde, mais c'est pas grave. J'ai découvert cette petite pépite la semaine dernière et autant vous dire que ça ne m'arrive jamais, mais j'ai souligné des passages entiers dans le bouquin et avant de me lancer dans ma diatribe, de quoi ça parle. Dans cette histoire, on va suivre Emilien, un ado de 15 ans qui veut absolument se payer le même ordinateur que son copain Richard. Sa mère qui ne roule pas sur l'or ne veut pas lui offrir, mais sur les conseils d'une amie de la famille, Emilien va se lancer dans une toute nouvelle carrière de babysitter. Et le plus drôle, c'est que au début, ce qui n'était qu'un gagne-pain un peu dégradant va se transformer en une véritable révélation et j'ai adoré.
J'ai adoré. Que vous dire si ce n'est que dans ce premier tome, Marie-Aude Murail s'amuse à déconstruire tous les clichés. Déjà c'est un babysitter et les parents sont tout d'abord scandalisés puis émerveillés. Les gosses eux n'en ont strictement rien à faire et j'ai adoré le fait que les enfants soient souvent beaucoup plus malins, futés et matures que les adultes qui eux sont parfois paumés dans leur quotidien et ne prennent pas le temps de regarder ce qui se passe autour d'eux. Et j'ai adoré, c'est tour à tour extrêmement drôle, enfin j'ai rigolé à gorge déployée dans le métro. Quand je vous le dis, un jour on va finir par appeler l'hôpital psychiatrique et venir me cueillir à ma station. C'est drôle, c'est émouvant, j'ai eu des frissons, voilà, je vous dis, j'ai gloussé, je me suis délectée des dialogues, en gros, je me suis délectée de tout. Et faites-moi confiance, il est petit par la taille, mais ça s'arrête là. Il est très très grand pour tout le reste. Donc, si jamais vous ne vous êtes toujours pas lancé dans Babysitter Blues, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Excusez-moi, mais j'ai beaucoup trop... Ah mais du coup, vous voyez ce que je vais vous présenter, alors attendez. Dernier livre de cette vidéo, pas un coup de cœur mais une très très bonne lecture, et pour le coup je ne m'y attendais absolument pas, et il s'agit de Elisa et ses monstres de Francesca Zappia, publié chez Robert Laffont dans leur collection R. J'imagine que vous l'avez vu pas mal passer sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que j'étais assez réticente à l'idée de me lancer parce que l'histoire me tentait plutôt pas mal, mais j'avais peur de voir un espèce de remix de fangirl un peu fadasse et pas franchement novateur, et j'aurais eu bien tort de m'arrêter à mes a priori parce que j'ai adoré ma lecture. Et vous, à côté de quel livre avez-vous failli passer dernièrement parce que vous aviez trop de préjugés sur lui? Dans cette histoire, on va suivre le quotidien d'Elisa, qui est une jeune adolescente. Elle n'est pas harcelée à l'école, ses parents ne la battent pas, ils sont toujours ensemble. Ses frères, quoique un petit peu trop bruyants, ne sont pas méchants avec elle. En somme, tout va bien, si ce n'est qu'Elisa n'arrive pas à se mélanger avec les autres. Pour elle, elle n'est pas à l'aise avec son corps, en fait elle n'en a même pas conscience, et elle s'épanouit beaucoup mieux sous le pseudonyme de Lady Constellation sur le net. Il faut savoir que sous ce pseudonyme, Elisa a publié sur un site une BD qui cartonne. Elle a une communauté de millions d'abonnés qui la suivent assidûment et qui sont fans de l'univers de la mer des monstres. C'est bien plus qu'un simple passe-temps puisque la jeune fille gagne de l'argent grâce à tous les goodies dérivés de l'univers de sa BD, sauf que autour d'elle, personne ne le sait. Ses parents savent bien qu'elle a publié un truc qui marchote bien, mais ils n'ont absolument aucune idée de l'ampleur du phénomène. Son quotidien au lycée, bon, est un petit peu tristouille puisque tout le monde l'ignore puisqu'elle ne sait pas comment aborder les autres, mais finalement sa solitude va être brisée par l'arrivée d'un nouveau assez grand, dégingandé et qui est tout aussi inapte qu'elle à se faire des amis. Là où je m'attendais à une simple histoire d'amour adolescente un peu plan-plan avec l'univers des fanfictions en arrière-plan, j'ai été super surprise de découvrir un roman qui aborde 1001 thématiques mais avec une finesse et une justesse folle. En gros, ce bouquin est hyper déculpabilisant et en ça je pense que tous les ados devraient le lire puisqu'il vous explique que c'est pas grave d'être différent, c'est pas grave d'avoir des envies différentes du reste du monde et que vous pouvez très bien vous épanouir en dehors des sentiers battus. C'est une super ode à la différence, à l'acceptation, à la déculpabilisation face à la peur de l'échec. Vous avez aussi tout un tas de réflexions autour de toutes les attentes sociales qui pèsent sur les épaules des ados. Voilà, est-ce qu'on doit faire plaisir à nos parents et à la société en choisissant une voie toute tracée, ou est-ce qu'il faut écouter ses passions et voilà, prendre des risques pour ce qu'on aime. Vous avez aussi toute la question des liens familiaux, de la création, de l'anonymat et je trouve que tout est merveilleusement bien fait, c'est pas cliché. Et quand je suis ressortie de ce bouquin, je me suis dit que j'aurais adoré l'avoir ado, puisqu'il est vraiment hyper déculpabilisant, il vous fait vous poser les bonnes questions au bon moment, et rien que pour ça, il vaut vraiment le coup d'œil. Et voilà, cet update lecture touche déjà à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, et qu'il vous aura permis de piocher quelques petites idées de lecture. N'hésitez pas à me donner votre avis, ou vos retours, vos conseils, vous savez que je vous lis avec grand plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi en attendant, je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!